Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Patrick Martin-Genier, professeur de droit et expert pour la Commission européenne, membre du Team Europe, qui nous parlera de la politique migratoire européenne. Alors bonjour Monsieur Patrick Martin-Genier. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Alors comme annoncé, vous allez nous parler de la politique migratoire de l'UE. D'abord, j'ai une première question qui est est-ce que l'immigration est un phénomène nouveau au niveau européen ? Alors, au niveau du siècle, j'allais dire du XXe siècle, ce n'est pas une nouveauté. Il y a toujours eu des phénomènes migratoires. Rappelez-vous les vagues d'immigration au début du XXe siècle, les Italiens, les Polonais, mais nous n'étions pas dans un ensemble international de l'Union européenne. Donc, naturellement, il y a eu le drame de la Seconde Guerre mondiale, et ensuite, eh bien, les choses se sont un peu stabilisées, sachant qu'on a construit l'Europe, on a fait l'Europe ensuite, et il est vrai qu'à partir du moment où on a fait la communauté économique européenne, nous n'avons pas connu depuis 1945 des vagues migratoires, et je dois dire que celle que nous avons connue au cours des 2 dernières années est vraiment une crise majeure, inédite, que nous n'avions pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis les migrations du XXe siècle. Donc effectivement, c'est une nouveauté, et l'Union européenne n'était pas du tout, n'était pas du tout prête à ce genre de phénomène. Alors justement, qu'est-ce qui est prévu ou non prévu ou pas prévu sur ce sujet dans les traités ? Alors, c'est quelque chose de difficile parce qu'en réalité, tout est prévu dans le traité. On a parlé du traité de Schengen, 1985, dont les dispositions ont été intégrées dans le traité de l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et il y a un certain nombre d'articles, de stipulations dans ce traité qui prévoient qu'il doit y avoir une politique commune. Alors, une politique commune de quoi ? Eh bien, notamment l'article 77 du traité qui prévoit une politique commune de l'immigration, une politique commune de l'asile, avec 2 objectifs qui doivent se concilier et qui parfois sont contradictoires, c'est-à-dire le contrôle des frontières extérieures, ça existe, c'est dans le traité, mais une fois qu'on a effectuer ces contrôles, une liberté de circulation au sein de ce qu'on a appelé l'espace Schengen. Donc, il y a effectivement une protection des frontières qui est prévue par le traité, mais également une liberté de circulation une fois qu'on est dedans, et il est prévu une législation sur la politique commune de l'asile et de l'immigration, notamment, on va le voir sur la répartition des quotas de migrants, mais c'est une politique, et l'Union européenne doit et peut légiférer sur ce point. Simplement, elle ne l'avait pas fait jusqu'à présent, parce que ce n'était pas la priorité. Ce qui est priorité qui est devenue presque numéro 1 ces dernières années d'ailleurs. Voilà, tout à fait. C'est devenu une urgence. Et donc, depuis 2 ans, 3 ans, depuis la vague migratoire, et naturellement, sans faire d'amalgame, également, malheureusement, avec les drames liés au terrorisme, il a fallu renforcer le contrôle des frontières. Donc, il n'y a pas d'amalgame entre les deux. Toutefois, l'un est aussi lié à l'autre. Les guerres, le terrorisme, la vague migratoire. Et donc, l'Union européenne a été obligée de réagir. Et effectivement, elle a réagi notamment depuis 2 ans en essayant de mieux contrôler à l'extérieur des frontières les migrants. Et quand on parle des migrants, il faut faire la distinction entre les réfugiés dits politiques qui sont victimes de persécutions, et il y en a, notamment en Afghanistan, en Syrie, comme vous savez, avec le conflit au Proche-Orient, et la migration plus économique que l'on trouve en Afrique du Nord, qui s'explique plus en effet pour des motifs économiques. Donc c'est difficile, mais il y a un principe dans le traité, vous parliez du traité tout à l'heure, c'est le principe du non-refoulement. Il y a un principe de non-refoulement des étrangers, des migrants, qui est inscrit dans le traité, que l'on doit traiter de façon conforme à la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Donc ça, c'est important, effectivement. Et donc, l'Union européenne a fini par réagir face à l'urgence. Et elle n'a pas eu de choix. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de phénomènes politiques avec la montée des nationalistes, des populismes, qui s'est expliqué en partie, naturellement, par la montée, par cette pression migratoire. Et pourtant, lorsqu'un pays rentre dans l'Union européenne, il ratifie les traités. Absolument, absolument. Oui, mais c'est pas si simple que ça, parce que certains pays ont adhéré à l'Union européenne, je pense notamment à d'autres pays dits d'Europe de l'Est, et vous avez vu que la Hongrie était tout à fait hostile à accueillir, ne serait-ce qu'on a appelé, mais j'aime pas le terme, mais ça s'est appelé comme ça, des quotas de migrants, et la Hongrie a totalement refusé pour des motifs qui sont aussi des motifs politiques, et a refusé le diktat de la Commission européenne d'accueillir un quota qui n'était que mineur,
mineur. Il était de l'ordre de 1000 à 1200 réfugiés. Donc c'était par rapport aux 160 000 que l'Union européenne devait accueillir, c'était tout à fait mineur. Et la Hongrie est allée jusqu'à faire un recours dans la Cour de justice de l'Union européenne, un recours qu'elle a perdu récemment. Je voulais également savoir quelles sont les positions des deux grands groupes politiques au niveau européen, qui sont le PPE, le Parti populaire. Excusez-moi, le Parti populaire européen, et le SED, donc social-démocrate. SPD, oui, le groupe des sociaux-démocrates au Parlement européen, vous avez raison, SED. Écoutez, il y a naturellement le groupe socialiste au Parlement européen a toujours été favorable à une politique d'accueil, et globalement les démocrates chrétiens aussi. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre les chrétiens démocrates du groupe PPE, mais il y a aussi des conservateurs au sein de ce groupe PPE et le groupe socialiste. Donc le Parlement européen était attentif également sur ce point, sachant que quand même les partis de droite, on va le dire comme ça, ont été quand même plus secoués par cette vague migratoire. Et on a bien vu qu'au sein des partis qui se regroupent dans le PPE, il y a des démocrates chrétiens traditionnels, et puis il y a des conservateurs un peu plus à droite, donc ça tiraille un peu. Et donc peut-être y a-t-il eu en effet plus de débats qui s'expliquent aussi par la montée de la vague nationaliste et qui s'est traduit dans les urnes récemment dans certains pays. Dans Trait d'Histoire, chaque samedi soir, les grands événements reprennent vie sur RCF. Éric Godaillé vous propose de revivre une année, un événement historique ou de suivre la vie mouvementée d'une célébrité à l'aide d'illustrations sonores et de chansons d'époque. Trait d'Histoire, le voyage dans le temps débute chaque samedi à 20h. RCF, votre radio chrétienne généraliste grand public de proximité. RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui, Patrick Martin-Genier, professeur en droit, qui nous parle de la politique migratoire européenne. Alors, nous avons vu déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'était que ces phénomènes migratoires, les traités de l'Union européenne, la position des deux plus grands groupes au Parlement européen. Maintenant, l'arrivée massive de ces réfugiés en Grèce et en Italie pose aussi la question donc, des frontières extérieures de l'Union. Alors, comment ces frontières sont-elles protégées à l'heure actuelle et comment l'Union européenne va-t-elle financer les corps de garde de frontières ? Alors vous avez tout à fait raison, là aussi c'est une nouveauté, vous savez qu'il existait Frontex, mais Frontex n'a pas été très, très efficace et que dès lors qu'il n'y avait pas de menace, j'allais dire migratoire, eh bien il n'y avait pas véritablement de contrôle. Il y avait les contrôles liés effectivement à Schengen, la liberté de circulation, les contrôles que tout un chacun doit effectuer quand on rentre sur un territoire. Mais face à cette vague migratoire, il a fallu réagir et l'Union européenne, qui dans un premier temps avait été défaillante, a réagi en urgence. En créant un nouveau garde européen de garde-frontières. Et donc, il ne remplace pas Frontex ou il remplace Frontex. Voilà, donc c'est quelque chose, une institution qui va remplacer Frontex, qui va reprendre peut-être les meilleurs aspects, mais en tout cas c'est une nouvelle structure et qui effectivement va se différencier de Frontex en ce sens qu'elle aura son propre personnel. Elle va essayer de recruter. Elle aura 1000 personnes à sa disposition. Elle pourra décider d'envoyer des gardes-frontières. Et récemment, je lisais encore récemment que la Pologne a donné un certain nombre de personnels à ce corps européen de garde-frontières et le ministre polonais est allé, pas plus tard qu'hier, féliciter les gardes polonais qui interviennent en Macédoine. Vous voyez, donc il y a quand même un détachement de toutes les forces. Donc il y a une sorte de solidarité et alors que la Pologne est écritée par ailleurs, eh bien effectivement elle participe à ce garde européen de garde-frontières. C'est très important et il faudra également abonder financièrement. Donc il a été prévu, et ça vous savez, l'argent c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Mais il a été prévu que le budget de l'agence puisse augmenter, car il est non significatif aujourd'hui, et qu'il puisse aller jusqu'à plus de 320 millions d'euros en 2020, de façon à donner des éléments matériels, financiers, humains, pour effectivement mieux protéger les frontières, parce que c'est un véritable défi pour l'Union européenne, et notamment, comme vous l'avez dit, en Grèce et en Italie, qui sont
quand même les principaux pays concernés. Alors effectivement, il y a cette action donc, au niveau des frontières de l'Union européenne, mais aussi il y a des actions au niveau des pays d'où partent notamment les immigrés économiques. Oui, tout à fait. Alors, vous savez qu'Emmanuel Macron a organisé récemment à l'Élysée un sommet avec l'Afrique, les pays du G5, pour essayer de mieux contrôler les vagues migratoires, mais cette fois qui viennent d'Afrique, d'Afrique du Nord, du Maghreb, et voire de la Corne de l'Afrique, de l'Éthiopie, du Niger. Donc, il y a une vague migratoire qui arrive là. Et c'est important et que certains pays ont du mal à contrôler. Donc, effectivement, il faut aller parler avec ces pays d'Afrique pour essayer de voir comment mieux endiguer cette vague migratoire et en même temps essayer de promouvoir l'aide au développement. C'est un peu l'objet du discours aussi du président de la République à la Sorbonne, où il a dit qu'il allait consacrer de l'argent à l'aide au développement, car on ne peut pas se borner à contrôler, encore faut-il effectivement contribuer au développement de certains pays. Donc l'Europe agit au niveau de ses frontières, mais également donc, pour être solidaire aussi des pays d'où provient l'immigration, pour les aider au développement et endiguer finalement à la racine. Tout à fait, endiguer et également, par exemple, former les gardes frontières libyens sur les côtes de Libye, car vous savez qu'il y a énormément de fraudeurs, de gens qui se font payer et qui envoient des migrants au péril de leur vie traverser la Méditerranée dans des embarcations de fortune et qui vont encaisser de l'argent. Donc ça, c'est inadmissible naturellement et il faut former les gardes frontières libyens. Donc il y a une coopération entre la Libye et l'Union européenne. Donc il y a à la fois un aspect police, mais à plus long terme, un aspect développement. Et donc, que peut-on dire aussi au niveau des citoyens européens ? On a vu quand même qu'il y avait des réactions extrêmement différentes, parfois extrêmes, entre les citoyens européens. Globalement, est-ce que vous avez eu un paysage global au niveau de l'Union européenne sur cette question ? Vous savez que l'Union européenne a été très très déchirée sur la vague migratoire. Tout à fait. Et voyez, pas plus tard que dimanche dernier, l'élection au Bundestag, le Parlement allemand, d'environ 90 députés de l'AfD, du parti d'extrême droite. On pensait qu'Angela Merkel avait redressé la barre, en ce sens qu'elle avait donné un coup de barre à l'accueil chaleureux des migrants, et naturellement les partis populistes d'extrême droite en profitent. Il y a eu d'autres pays où l'extrême droite est montée, aux Pays-Bas, en Autriche, et évidemment les peuples ont craint c'est une invasion massive, et les partis politiques ont été obligés de durcir la politique d'immigration. Donc voilà, globalement, mais il n'y a pas que l'aspect négatif, il y a aussi les citoyens qui se sont engagés dans la vie associative, qui donc effectivement aident les migrants. Et en Allemagne, je connais des gens qui se sont engagés pour les aider, pour essayer de leur apporter de la dignité, de l'humanité et surtout de la formation. Je crois que la formation, c'est très important. Il y a des réfugiés syriens en Allemagne. En quelques mois, ils vont parler allemand pratiquement couramment. Donc il y a des gens courageux qui s'engagent. Et ça, c'est important. Donc il y a les deux aspects. Il ne faut pas voir uniquement les populistes, il faut voir aussi ceux qui s'engagent au quotidien pour aider ces migrants. Et les personnes donc immigrées qui arrivent et qui ont envie de vraiment apprendre et s'intégrer dans le pays et devenir finalement un futur citoyen européen. Peut-être. Tout à fait. D'autant que l'Allemagne aura besoin de manœuvres immigrées de plus en plus importantes dans les années qui viennent. Merci Monsieur Martin Genier. C'était Parlons d'Europe, émission réalisée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine et sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. Merci et à bientôt. Merci à vous.